Docteur Cherif Amir, voilà la visite du chancelier autrichien ici en Égypte. Parlez-nous des relations et de l'histoire des relations entre l'Égypte et l'Autriche. Bien sûr, les relations les plus importantes, c'était dans les années 70, avant la signature de Camp David avec Israël. Et l'Égypte a commencé à s'ouvrir au monde extérieur, surtout le bloc occidental en ce moment. Et l'Égypte a été contactée au président Sadat à l'époque, avait des relations avec Karl Waldheim, qui était le chancelier autrichien. Ils ont eu des contacts, on était toujours proches, ils effectuaient des visites à l'Égypte. Alors c'était, on dirait, le lien entre l'Égypte, à l'époque l'Union européenne n'était pas formée comme le voient aujourd'hui les pays 27 et la politique extérieure. Alors c'était important d'avoir ce pilier au sein de l'Europe. Europe occidentale et aussi l'Autriche, qui dit Autriche, dit aussi Europe orientale, centrale. Oui, centrale. Alors l'Égypte à cette époque était très intéressée par cette relation. Après ça, bien sûr, les relations avec l'Union européenne ont été améliorées grâce à ces politiques, parce qu'on a des bonnes relations avec certains pays. C'est comme ça que ça marche dans l'Union européenne, du lobby. C'est-à-dire lorsqu'il y a un vote au sein de l'Union européenne concernant l'Égypte, si on n'a pas des amis, il y aura beaucoup de problèmes pour nous sur beaucoup d'affaires. C'est pour cela on intensifie aussi nos visites maintenant avec les pays d'Europe de l'Est, parce que tout simplement, certains sont devenus membres. Donc il faut avoir des amis. Et dans les 1970, l'Égypte a choisi l'Autriche en tant que l'ami essentiel à l'Europe centrale pour s'ouvrir plus, après la signature des accords de paix avec Israël, s'ouvrir plus à l'Occident. Oui. Là, si on parle aujourd'hui, l'Égypte a besoin quand même d'investisseurs étrangers, a besoin d'ouvrir de nouveaux marchés, même en Europe. Où est l'Autriche là? L'Autriche, comme je disais, c'est un pilier important de l'Union européenne. Donc, pas nécessairement l'Autriche en tant que pays représenté dans les investissements, mais aussi l'investissement de l'Union européenne en général, parce qu'on sait qu'ils ont des projets ici en Égypte. Alors, bien sûr, c'est un des contributeurs très importants, parce que on sait que c'est un pays qui a un vote de veto, peut voter quelque chose contre, mais il vote souvent pour investir en Égypte. C'est un pays très ancien dans l'Union européenne, alors ils ont déjà un poids important. On sait qu'il y a des pays qui ont des poids plus que les autres au sein de l'Union. Donc, pour être précis, c'est plutôt la relation avec l'Union européenne qui nous réunit, l'Égypte avec l'Autriche. Voilà, c'est le point le plus important dont je veux évoquer, c'est les relations entre l'Égypte et l'Union européenne aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde, bien précisément la guerre russo-ukrainienne. Là, je crois qu'on a bien fait de ne pas prendre un côté contre l'autre, parce que actuellement, à l'heure qu'on parle, il y a maintenant des fissures, des problèmes au sein de l'Union européenne sur la question des sanctions qui ont été imposées contre la Russie. Le premier pays, c'est déjà un voisin de l'Autriche, c'est l'Hongrie. M. Viktor Orban qui est contre toutes ces sanctions, donc il n'y a pas une unité au sein de l'Union européenne. Il y a aussi l'Autriche qui a suivi le bloc occidental, mais leur économie commence à souffrir un petit peu. Alors je crois que maintenant ils ont besoin d'écouter l'opinion des pays comme l'Égypte, l'opinion des pays du Golfe, qui ont été hésitants et qui n'ont pas suivi, si on peut dire comme ça, suivi la politique du bloc occidental. On ne peut pas dire le comité international parce que vous avez l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique, ils ne sont pas dans ce monde de sanctions. C'est uniquement l'OTAN, inclus les États-Unis, et pas tout l'OTAN parce que l'Hongrie et la Turquie sont un peu loin de tout ça. Et, alors on voit que les Européens veulent écouter des opinions, veulent comprendre pourquoi ces pays n'ont pas suivi cette politique. Est-ce que c'est possible de comprendre la vision des Russes aussi à travers d'autres intermédiaires? N'oublions pas une chose très importante,
que même les Russes l'ont dit, beaucoup des produits occidentaux ont été transmis à la Russie après ces sanctions à travers des pays tierces parties, c'est-à-dire l'Égypte ou d'autres pays, et pas directement envers la Russie. Donc c'est un peu complexe parce que le contexte international, surtout continental, au sein de l'Europe, est très ambigu maintenant. Si on parle, par exemple, du plus grand problème d'Europe durant l'année dernière, depuis le début de l'invasion russe, alors on trouve que c'est le gaz et le pétrole. Quel est le rôle que joue l'Égypte pour faciliter le transport du gaz vers l'Europe? Au début de la crise russo-ukrainienne, il y avait certaines voix qui disaient que l'Égypte va remplacer le gaz russe. Moi, en tant que chercheur, je disais souvent il ne fallait pas le faire parce que tout simplement, on n'a pas les moyens d'abord, parce que on peut avoir les quantités, mais c'est comme le pétrole. Il faut des compagnies qui viennent pour faire l'exploration. Ça coûte très cher. C'est matériel. On a dû appeler Eni, la compagnie italienne, Eni, oui. Et vous avez par exemple l'Arabie Saoudite, pour avoir le pétrole, il y a Aramco. Alors il faut des compagnies qui viennent, qui s'installent, qui ont les matériels. C'est bien d'avoir la richesse, mais ce n'est pas tout. Il faut avoir le savoir-faire. Comment on va extraire le gaz? Comment on va extraire le pétrole? Ça, ce sont des questions et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut travailler avec ceux qui ont l'expertise. Deuxièmement, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée parce que tout simplement, les Russes, c'est un point très sensible pour eux. Et les pays qui vont dire on va remplacer les Russes seront dans la liste noire. Ce n'est pas dans notre intérêt de venir sur la liste noire des Russes. Pas du tout. Les Russes, ils étaient à côté de l'Égypte beaucoup de fois dans l'histoire, l'Union soviétique, et même en 2013, à l'époque de l'administration Obama, on a envoyé des dizaines d'hélicoptères Apache pour être réparés aux États-Unis. Ils n'ont jamais retourné. Alors les Russes, ils ont dit vous pouvez acheter des hélicoptères de chez nous et après ça, on récupérera l'argent après. Donc ils avaient une position assez amicale avec nous. Donc dans la même situation, il ne faut pas agir comme ça. Donc on n'a pas la quantité, on n'a pas l'expertise. Et deuxièmement, il ne faut pas énerver beaucoup les Russes parce que, comme on voit, ils sont forts, ils sont durs, ils peuvent répliquer. Et s'ils répliquent, on peut être... En même temps, l'Égypte a fait un accord avec l'Union européenne, Israël, pour la liquéfaction. Voilà. Donc c'est un accord régional qui ne remplace pas le gaz russe. C'est un accord d'exportation qui concerne l'Est Méditerranée. On a déjà le club Est Méditerranée de Liban, Israël, la Grèce, Chypre, et que la Turquie a refusé de joindre, mais on ne sait jamais avec le rapprochement qu'est-ce qui va arriver, sauf qu'on sait que c'est un accord très limité, c'est un accord qui concerne l'Est de Méditerranée, mais par exemple des pays comme l'Allemagne, c'est très loin. On n'a pas encore les pipelines, les tuyaux pour transmettre tout ça, ni l'expertise, ni Israël, ni les pays européens. C'est les Russes qui avaient le Nord Stream 2 qui a été saboté. On a maintenant des relations entre la Turquie et la Russie pour l'exportation de gaz pour ces pays. Donc notre exportation, ce sera une quantité limitée selon cet accord. Mais en même temps, il y a un autre pays un peu loin, c'est l'Algérie, qui a compensé une bonne partie du pétrole ou bien du gaz russe sans avoir des problèmes avec la Russie. Même la Russie a déclaré qu'ils ont intérêt de gagner quand même et de profiter de la situation. Bien sûr, les Russes veulent gagner des amis avant de gagner de l'argent maintenant. Et l'Algérie, c'est un bon ami. Oui, bien sûr, l'exportation d'armes et aussi sur la scène internationale, ce sont des alliés très importants pour les Russes. Donc, l'économie algérienne a besoin de ça. Et aussi les Français, ils sont hésitants. Emmanuel Macron, il n'est pas très dur oui, peut-être devant les caméras, mais il dit souvent, et actuellement il a des problèmes avec les Américains, qu'il dit
écoutez, jusqu'à quand on va continuer cette guerre contre la Russie? Et de suivre les Américains. De suivre les Américains. Et il a évoqué ça. Sa visite pour la Chine était déjà un gros problème pour les Américains. Sa déclaration qu'on ne va pas suivre les Américains. Donc c'est très clair que les Russes, ils ne veulent pas aussi écraser les Français trop, ni le bloc occidental, sachant que peut-être, il y aura un gros problème de fracture dans cette alliance outre-Atlantique entre les Américains et le bloc occidental. À part la Pologne qui est un arch-ennemi des Russes, sauf qu'ils comptent aussi à ne pas trop faire la pression sur les Européens pour le moment. Oui. Bon, je passe à une autre visite concernant l'Égypte, parce on a dévié un petit peu, mais c'est très intéressant quand même. Il y a eu une visite très importante de la part du responsable japonais ici en Égypte et qui s'est entretenu avec le président. Ils ont parlé quand même de beaucoup d'investissements ou bien d'accords entre les deux pays. Bien sûr, les Japonais, ils ont un investissement très important ici en Égypte. Ils ont, dans les années 90, ils ont construit la maison de l'Opéra en Égypte. Et ils ont contribué aussi dans beaucoup d'investissements concernant le domaine d'automobile, dans la l'industrie automobile, etc., et dans la technologie. Il est important de savoir que les Japonais, ils ont toujours des piliers avec qui ils travaillent au Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Égypte, les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats, ce sont des pays très importants. Et on se souvient, il y a quelques années, le président a été invité dans une conférence internationale qui est le Japon-Afrique. Et l'Égypte était la présidente à l'époque, à Tokyo. Et c'était très important parce que les Japonais, ils comprennent qu'ils ont maintenant un rival très dur et très important. Ce sont les Chinois, ici en Égypte, surtout dans le secteur du canal de Suez, qu'il n'est pas encore développé. Et ce sont les Japonais qui commencent à montrer leur intérêt. N'oublions pas aussi... Ils ont l'intérêt. Ils ont intérêt de venir investir dans le canal de Suez. Ils ont exprimé ça avec les Russes. Et n'oublions pas aussi quelque chose de très important, que le marché automobile maintenant chinois a un succès ici en Égypte. Donc ça menace l'économie japonaise. Les compagnies japonaises de voitures sont menacées maintenant par leur pire rival, c'est les Chinois ici. Donc bien sûr, ils veulent montrer leur intérêt, ils ne veulent pas perdre ce terrain, ils ne veulent pas perdre ce marché. Ici et dans toute la région, si on parle de l'Afrique, par exemple, le nord de l'Afrique et tout ça, c'est une rivalité incroyable. Maintenant, les Chinois, ils sont... Les Chinois sont partout. Non seulement ça, les Chinois, tout est... c'est le coût c'est-à-dire d'industrie là-bas, c'est rien. Ça ne coûte rien pour les Africains. Et ça menace la politique, que ce soit la politique des Européens ou la politique des Japonais. Et je me souviens, oui. Qu'est-ce que l'Égypte pourrait offrir aux Japonais? On peut l'offrir beaucoup de choses. D'abord, des zones où on va construire des industries. Déjà, il faut leur montrer que les lois sont flexibles pour eux. Ça, c'est une chose, qu'il n'y a pas de bureaucratie. La deuxième, qu'on a la possibilité de technologie, que tout est possible d'une façon numérique. Tout est disponible, c'est-à-dire exactement. Et il y a aussi une autre chose, c'est que on a une influence sur beaucoup de pays africains et beaucoup de pays arabes. Donc, lorsqu'ils vont voir l'exemple de leur réussite ici en Égypte, ils vont faire pareil. L'Égypte aussi est un garant pour leur intérêt, que ce soit à la mer Rouge ou l'Est Méditerranée. Aussi, ils ont eu des investissements avec l'autorité palestinienne, par exemple, et l'Égypte a une relation très étroite avec l'autorité palestinienne à Ramallah. Donc, pour eux, c'est un médiateur. C'est pas tout ce qu'on voit sur les caméras ou ce qui est dit dans les médias, mais il y a toujours derrière les coulisses, au-dessous des cartes, des relations très compliquées, très soudées,
Et lorsque des premiers ministres du Japon ils choisissent de visiter un tel pays, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à discuter. C'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. On peut considérer quand même que le Japon voit l'Égypte en tant que la porte de l'Afrique. La porte de l'Afrique aussi du Moyen-Orient actuellement, parce que c'est comme l'affaire de l'Autriche. C'est un pays qui a pu résister toutes les pressions à ne pas suivre tout le monde contre la Russie. Aussi, ils ne veulent pas qu'après tout ça, la politique égyptienne soit pro-Chine, pro-russe, surtout qu'on commence à parler à haute voix qu'on veut rejoindre le BRICS et qu'on veut travailler avec notre monnaie et le yuan. Oui. Et ça, c'est très dangereux pour les Japonais. Oui. Pour les Japonais, pour l'Occident en général. Bien sûr. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Dr Cherif Ami. Je rappelle que vous êtes chercheur géopolitique. Vous avez bien expliqué, mais très précisément, les relations entre l'Égypte et l'Autriche, ainsi qu'avec le Japon et la situation dans la région, soit économiquement, soit politiquement. Je vous remercie beaucoup. Merci vous. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Au revoir.